Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, un univers digital et une émission, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Il fallait bien une maison à son nom pour accueillir et promouvoir, il y a près de 15 ans déjà, un parfumeur hors du commun, une maison dédiée à la création de Francis Kurkdjian. Marc Chaya, son cofondateur et président, est l'invité d'Iconic Business. Rova Caviar, c'est le pari fou d'implanter la production de caviar à Madagascar et le faire découvrir à la clientèle des plus grandes tables du monde. Et c'est le pari de Delphine Dabézy. Elle est cette semaine dans Les Désirables. Le thé comme un grand vin, comme un grand cru. Reportage auprès de Grand Jardin avec Eva Jaco. Sans oublier évidemment l'Iconic Capsule, tendance et phénomène. C'est Iconic Business. Bienvenue. Avec nous, Marc Chaya, cofondateur et président de la maison Francis Kurkdjian. Vous connaissez les maisons, mais pas l'homme derrière. Et vous allez me reprendre, on ne dit pas un nez chez vous. On ne dit pas, en effet, un nez chez Maison Francis Kurkdjian, de la même façon que je ne dis pas qu'un grand écrivain est un doigt, ou qu'un musicien ou qu'un compositeur est une oreille. Le parfumeur était encore le parent pauvre parmi les créateurs. À l'époque, vous avez commencé à imaginer cette maison? Le parfumeur était connu uniquement du milieu. Il était connu des grandes maisons de composition, il était connu des maisons de couture, mais son nom était caché derrière les rideaux. Ça a été un phénomène qui a duré à peu près 80 ans, qui a permis l'émergence de parfums parmi les plus beaux au monde, mais qui avait cette particularité de permettre uniquement à des concepts marketing d'éclore et de demander aux parfumeurs finalement de travailler à l'intérieur de ce qu'on appelle un brief marketing. Et on a décidé avec Francis Kurkdjian, lorsque je l'ai rencontré, que j'ai appris un peu plus sur le métier, qu'il y avait une forme d'injustice. On va balayer ce parcours avec Nathan Cocampo qui va nous en dire plus. Le parcours de Francis Kurkdjian et de ce nez d'exception, ce parfumeur d'exception. Oui, un parfumeur, un compositeur qui explose en 1995 avec Le Mal pour Jean-Paul Gaultier. Francis Kurkdjian n'a alors que 25 ans et devient l'étoile montante, un parfumeur d'exception que s'arrachent les plus grandes maisons. My Burberry, Au Noir de Dior, des parfums mondialement connus et un nom, Maison Francis Kurkdjian, fondée en 2009, qui donne naissance entre autres à Baccarat Rouge 540, votre parfum iconique. Et depuis 2 ans, il est directeur de la création parfum chez Dior. Une carrière et un succès récompensés par le prestigieux titre des Chevaliers des Arts et des Lettres. Et Francis Kurkdjian est surtout un avant-gardiste dans la profession, Nathan. Oui, en 2001, il crée un atelier de parfum sur mesure dans un esprit haute couture, un concept alors inédit dans le monde de la parfumerie. Il apporte aussi un souffle nouveau avec des installations olfactives et des masterclass partout dans le monde. Enfin, on peut parler aussi de cette expérience musicale, ce concert, essence de la musique. Sur scène, Francis Kurkdjian, muni de différentes fioles, crée des accords olfactifs sur l'air d'un violoncelle et de la suite numéro 2 de Bach. Une alliance entre le parfum et la musique qui illustre bien toute la dimension artistique et artisanale de Francis Kurkdjian. Son nom est devenu assez fort pour capter et amener la clientèle vers cette maison? Son nom, on a mis du temps. Ça n'a pas été immédiat, mais ce qui est fait avec le temps est respecté par le temps et ce qui fait sens, en général, rencontre son public. Lorsque, en 2009, nous avons décidé de créer la maison, ce n'était pas une décision spontanée. Nous nous sommes rencontrés en 2003, donc cela fait 20 ans. Et lorsque j'ai connu Francis, vous avez cité les parfums qu'il a créés. On peut rajouter, en collaboration avec Christine Nagel, Narciso Rodriguez Forer, Elissa le parfum, je suis d'origine libanaise, grand couturier libanais. Et je lui ai demandé, mais comment se fait-il que je ne connaisse pas ton nom? Moi, de mon côté, j'étais associé dans un grand cabinet d'audit et de conseil. Et je pense que lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était la rencontre de 2 personnes qui étaient à la fois dans le succès et très insatisfaites, ou plutôt insatisfaites, de l'état des lieux dans lequel elles se trouvaient. Nous sommes une maison où la création est au cœur de tout et où donc le marketing est au service de la création. Et ça, c'est une véritable nouveauté. C'est imaginer une expérience complète, une expérience olfactive. Ça va plus loin, en fait. Alors, c'est un ensemble, c'est un écosystème. Nous avons les parfums qui vont dans le flacon et nous avons les histoires en dehors du flacon. Et les histoires en dehors du flacon ont commencé en 2006. Nous nous sommes rencontrés en 2003. Le rêve de Francis Kurkdjian était de parfumer les fontaines de Versailles. Son rêve était de faire des installations de bulles de savon parfumées. Et quelque part, le parfum est invisible. Et pour expliquer au monde que le parfum est un acte de création, quoi de mieux que de l'associer à d'autres formes reconnues
d'expression artistique. On parlait d'expérience et là on parlera du thé comme un grand cru de vin, un nouvel art de vivre qui s'installe au cœur des restaurants étoilés, découverte de grands jardins avec Eva Jaco. Des grands crus de thé infusés à froid qui se dégustent comme du vin, c'est le pari de Édouard Malbois et Vincent Ménage, deux passionnés de création et de gastronomie qui revisitent la consommation de thé pour l'ériger en star du repas. C'est ce qu'on va découvrir. Alors en France, le thé se consomme plutôt le matin ou alors l'après-midi. Comment vous est venue cette idée ? On a choisi de développer le thé à la manière du vin pendant les repas, pour les apéritifs. Et cela à froid pour donner une nouvelle vie au-delà du chaud. Alors ces thés sont conservés dans des bouteilles. Une bouteille, ça tient 7 jours à peu près. Comment vous fabriquez ? Alors c'est fabriqué à Paris. La magie du process, c'est que c'est une grande eau, un grand thé, sans additifs, sans acide, sans sucre. Là, on voit des bouteilles derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous en montrer une ? C'est des bouteilles de 75 centilitres. En fait, c'est vraiment comme une bouteille de vin. C'est vraiment à la manière du vin, c'est-à-dire que c'est embouteillé dans une bourguignonne, avec beaucoup de simplicité, beaucoup de sobriété, une opacité qui finalement permet de découvrir la surprise de la couleur du flacon au dernier moment. Alors vous collaborez également avec des restaurants étoilés, des palaces parisiens. L'idée, c'est vraiment de développer des partenariats avec ces lieux de prestige. Notre priorité absolue aujourd'hui, c'est d'installer Grand Jardin au cœur de la gastronomie. C'est pour ça qu'on a développé des partenariats avec Mallory Gapsi, Thierry Marx, Alexandre Mazia, et qu'on va continuer à une vitesse d'un restaurant de grande gastronomie par jour. On se retrouve à présent dans le restaurant du chef Mallory Gapsi. Andrea Harel, vous êtes le sommelier du restaurant. C'est vous qui avez choisi les 4 thés qu'on utilise ici. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, écoutez, en fait, on travaille le thé comme le vin. Donc on va avoir la même approche que quand on sert une bouteille de vin. Sauf que là, on met en avant un autre terroir, qui est le terroir du thé. Est-ce que vous avez un plat, par exemple, particulier avec lequel vous utilisez les thés aux longues ? Oui, en effet. Donc, nous avons notre plat phare, qui est la revisite d'un plat belge. Ici, à base de langoustine, avec une purée d'herbes, avec 17 herbes qu'on retrouve en Belgique. Donc, il y a un côté assez végétal, un peu fumé, avec une crème d'échalote, très gourmand. On met en avant donc un thé oolong de Chine, dans les montagnes Wuyi. Là, on a beaucoup de gourmandise, comme le plat. On a de la fraîcheur, un côté un peu céréalier. Des bouteilles qui commencent à 17 €. Grand Jardin est disponible en ligne, mais aussi à la grande épicerie de Paris et puis dans des épiceries spécialisées. Et déjà un nouveau format inédit, le carré de 4 litres, qui se conserve 12 mois à destination des grands comptes, mais aussi des particuliers. Marc Chaya, cofondateur et président de la Maison Francis Kurkdjian. Maison Francis Kurkdjian a développé des parfums signature. On est clairement dans un positionnement haut de gamme. Qui est le client de la maison ? Toute personne qui aime le parfum. Pour peut-être vous parler de nos clients et donc de notre réseau de distribution, je vais vous livrer notre définition du luxe. Le luxe, pour nous, c'est d'abord l'extraordinaire qui va se manifester sur 3 dimensions. L'extraordinaire génie de la création, j'en ai parlé, celui de Francis Kurkdjian, celui du parfumeur qui n'est pas chimiste, oui, mais qui a cet autrement qui nous amène dans des territoires de rêve et d'expression émotionnelle. Le deuxième extraordinaire, et c'est important, nous sommes dans un savoir-faire français, ancestral, c'est la qualité, c'est la beauté, c'est le savoir-faire. Nous sommes tous les deux des artisans du beau. Et donc, ça passe par une sélection très précise aussi des ingrédients. On ne se limite pas, il n'y a pas de contrainte de prix, il n'y a que des contraintes du beau et finalement, on va chercher très très loin. Il n'y a aucune contrainte sur la sélection des ingrédients. Il y a une forme de jusqu'au boutisme dans la démarche de création d'un produit. Nous pensons tous les deux que les détails, comme le disait Charles Ames, les détails ne sont pas des détails, ils font le produit. Et enfin, le troisième extraordinaire, le plus important, c'est celui de l'expérience client. Et nous avons choisi dès le premier jour, dès 2009, d'implanter la maison dans des endroits où cette expérience peut être remarquable, des espaces où on peut nous permettre de raconter notre histoire, d'amener le client en dehors du temps. Voilà, et donc nous avons aujourd'hui un réseau ultra sélectif d'environ 800 points de vente dans le monde. Et ce sont les clients qui transitent à travers ces points de vente ou, puisqu'on est dans un monde digitalisé, également sur leur site internet ou sur le nôtre. Et créer de l'exclusif et du reconnaissable aussi avec ce flacon signature. Il a une histoire, ce flacon. Il faut, comme ça, au milieu d'autres, avoir la possibilité de le reconnaître. Nous nous sommes lancés dans l'aventure. Il y avait une phase de 8 mois de création et nous avons eu le support d'un directeur artistique qui s'appelle Fred Ravillers. Et Fred est venu avec ce flacon qu'il avait trouvé aux enchères et avait envie de retravailler un peu les épaules
de lui donner ce monogramme que nous avons à l'arrière, qui est une façon de signer la maison. Mais pourquoi nous l'avons tout de suite aimé? Parce qu'il attrape la lumière et parce qu'il met en beauté ce qui est à l'intérieur. Ce que vous venez chercher ces maisons Francis Kurkdjian, ce n'est pas tant le flacon, ce n'est pas tant une belle bouteille, vous venez chercher un magnifique parfum et la bouteille est là pour l'abriter et pour être intemporelle. Et je pense que notre flacon répond parfaitement à cette définition, il est intemporel. Il y a quand même une loi d'offre et de demande. Les marchés les plus friands, quels sont-ils? Le marché américain qui est plus habitué aux licences et vous apportez autre chose, ou au contraire un marché européen plus éduqué justement aux parfums haut de gamme? Les États-Unis sont toujours le plus grand marché du parfum au monde, suivi par l'Europe. C'est le marché sur lequel nous avons décidé de nous lancer, du fait de la qualité des points de vente. Et d'aboutir à un vestiaire olfactif, un vêtement arboré selon les jours. On fait quoi? On a une collection d'œuvres chez nous? Alors c'est une vision de liberté de choisir. Vous savez, certaines clientes ou certains clients viennent nous voir en disant « je n'ai pas encore trouvé mon parfum signature ». Eh bien, si on y réfléchit, est-ce que je suis le même Marc Chaya tous les jours? Des fois, j'ai envie d'être séducteur, des fois, j'ai envie d'être discret, des fois, je suis au sport et parfois, je suis invité à de belles soirées. Le parfum est cet accessoire invisible qui va me permettre de donner une part de moi aux autres. Et cette part, elle est multiple. Et Francis Kurkdjian a voulu construire une collection de parfums qu'il a imaginé tel un vestiaire olfactif qui va vous donner le pouvoir d'être en harmonie avec vous-même un jour donné. Avec cette réflexion, en parallèle, comme dans la mode, élaborer une gamme unisexe, un parfum non genré. Il y a clairement une demande à l'heure actuelle. Ce n'est pas tant une demande, la demande est le reflet d'une évolution de société. Il y a 200 ans, il n'y avait pas la télé, mais imaginons que nous soyons tous les deux ensemble, j'aurais peut-être une perruque, du talc et des talonnettes, et c'était des attributs masculins. Donc c'était le reflet d'une époque, et notre époque change. Il est vrai que pendant longtemps, dans la parfumerie, les féminins, c'était plutôt des grands floraux, les masculins, c'était de la lavande et des bois. Et aujourd'hui, les frontières sont en train de disparaître. Francis Kurkdjian aime en jouer. Il a créé l'homme à la rose pour donner le pouvoir aux hommes de porter la rose, qui est une fleur profondément, en tout cas dans les dernières années, profondément féminine. Et Gentle Fluidity a été pour lui un dialogue sur l'identité du genre. Il a créé 2 parfums très différents, mais qui contiennent exactement les mêmes matières premières. Une maison qui connaît une nette croissance à l'heure actuelle? Qui connaît une nette croissance depuis 2009. Depuis 2009, depuis la création, avec de belles perspectives toujours? Ah oui, de très très belles perspectives. Nous sommes, je pense, au balbutiement de notre histoire. Nous n'avons que 15 ans. Nous sommes une belle maison que nous construisons avec passion, dans le temps. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Ce que le luxe est pour Marc Chaya, en toute simplicité, ou alors pour s'isoler, pour profiter du temps. Une maison, pas n'importe laquelle, la vôtre. Oui, isolée, en pleine forêt. J'ai eu cette chance inouïe, pour une fraction du prix d'un 2 pièces à Paris, d'acheter une maison d'architecte dans la forêt de Fontainebleau. Je vous l'ai dit, quand j'étais enfant, j'adorais l'architecture. Et cette maison est posée dans un parc très simple, mais très feng shui. C'est un lieu de rencontre. C'est là où je reçois mes amis. C'est un lieu où il y a de belles discussions. C'est un lieu où on ouvre une bonne bouteille de vin, on cuisine. Et c'est un lieu hors du temps qui me permet de me recharger. Et ça aussi, c'est le luxe. Et bon, vous en parliez, hein, la cuisine et ce restaurant à la Monnaie de Paris. Là, on est clairement dans l'expérience des sens, l'expérience Guy Savoy. Alors, j'ai eu cette chance inouïe d'y être invité. Nous sommes à la Monnaie de Paris, face au quai de Seine, dans un lieu extraordinaire avec le plus grand chef du monde, non pas parce qu'il a été élu pour la 7e année, mais parce qu'en tant que témoin, j'en atteste. Et quel plaisir d'être entouré d'œuvres d'art dans un lieu magiquement décoré et de pouvoir manger la plus bonne soupe du monde, la soupe d'artichaut, avec cette simplicité de pouvoir mettre sa brioche dans la soupe, la tremper et la déguster alors même que nous sommes dans un restaurant étoilé. Je trouve que ça aussi, c'est le luxe. Et ça nous fait saliver. On terminera avec des accessoires en cuir, mais ils ont la particularité d'être parfumés. Ils sont réalisés par qui? Dites-nous en plus. Par Brigitte Monteau, l'atelier Renard, qui est place du Palais Bourbon à Paris. Brigitte a rencontré Francis il y a quelques années. Ils sont tous les deux, bien entendu. Et Francis avait envie de revenir vers l'origine de son métier, c'est-à-dire maître parfumeur gantier. On boucle avec le savoir-faire. Marc Chaya, cofondateur et président de Maison Francis Kurkdjian. Merci d'avoir été dans Iconic Business cette semaine. Dans un instant, les désirables de la semaine, du caviar de Madagascar. Mais tout de suite, c'est l'Iconic Capsule, phénomènes et tendances.
Rolex, Patek Philippe, Tag Heuer ou encore Cartier, près de 162 montres de luxe ont été vendues lors d'une vente aux enchères organisée à Besançon, la capitale française de l'horlogerie, et sur le site de Drouot. Une vente spéciale à prix cassé car tous les modèles présentés proviennent de trafics divers, des lots saisis et récupérés par l'Agrasc. Il s'agit de la plus importante vente de Rolex de l'année avec une 60aine de modèles vendus, Submariner, GMT Master 2 ou encore Yachtmaster. Mais aussi des pièces iconiques, Audemars Piguet, Breitling, Jaeger-LeCoultre et Omega, et même des montres et des pendules, Yema, Lip ou encore Pékinier. L'enchère la plus haute a atteint 81 200 € pour une Patek Philippe, une vente au profit de l'État qui a atteint 1 479 242 €. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec cette semaine, Delphine Dabézy, cofondatrice de Rova Caviar. Bonjour. Vous êtes l'incarnation d'une histoire entrepreneuriale folle, produire du caviar à Madagascar et en faire un incontournable des grandes tables. On va voir ça dans un instant avec vous. Et évidemment, la sélection de Nathan Cocampo. Cette semaine, Dior met à l'honneur les femmes. Oui, jusqu'en mai prochain, une exposition inédite au 30 avenue Montaigne retrace les collaborations entre la maison et les artistes féminines. Alors la créatrice de bijoux Chourouk Rayem, la photographe Maya Goded ou encore la plasticienne Niki de Saint-Phal ou Eva Jospin. Des collaborations autour des robes, des sacs iconiques. Rendez-vous avenue Montaigne jusqu'au 13 mai prochain. Cartier dévoile un jeu vidéo immersif pour les fêtes de fin d'année. Le fabuleux Voyage Cartier emmène les joueurs dans un ballon dirigeable aux couleurs de la maison de joaillerie. Objectif, collecter un maximum de pierres précieuses en évitant les obstacles. Une façon d'attirer les nouveaux publics plus jeunes à l'approche des fêtes. Eugénie Béziat a reçu le prix de l'ouverture de l'année par le guide de voyage numérique La Liste, Nathan. Oui, Audrey, une récompense après seulement 8 semaines d'ouverture pour son restaurant L'Espadon au Ritz. Fermé depuis 2 ans, le célèbre restaurant parisien avait ouvert une nouvelle page avec la chef passée par les cuisines de Michel Saran. Elle propose des plats autour de l'Afrique et de la Méditerranée. Un restaurant intimiste, imaginé dans l'esprit d'une salle à manger, récompensé donc par La Liste qui rassemble plus de 30 000 restaurants. Un hôtel luxueux au bord du cercle polaire arctique, Six Senses Svarts, est conçu par un célèbre cabinet d'architecture norvégien. L'hôtel a une forme circulaire futuriste construit sur pilotis et avec un toit couvert de panneaux solaires. Il promet une très faible empreinte carbone avec l'objectif de sensibiliser ses clients aux enjeux environnementaux. Repas zéro déchet, escalade sur glace, pêche de nuit, 94 chambres et une ouverture prévue l'année prochaine. Merci Nathan Cocampo, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sélection. Avec nous, Delphine Dabézy. Rova Caviar, c'est le rêve fou d'implanter de la production de caviar à Madagascar pour le vendre partout dans le monde. Vous aviez déjà ça en tête au tout début? Non, au tout début, nous n'avions pas cela en tête. En fait, c'est le pays qui nous a donné cette idée. Et pourquoi Madagascar? Madagascar, d'abord, c'est un coup de foudre pour le pays. En fait, on est implanté avec mon mari, mon associé Alexandre Guerrier, depuis 1996. On était censé faire le tour du monde, un tour du monde professionnel. Et coup de cœur pour le pays, on est resté implanté. Un terroir d'exception, un climat incroyable et une population très bienveillante. Et l'idée a gerbé au fur et à mesure de se dire ce sera le caviar, ce seront les esturgeons. Oui. En fait, on a un site qui est assez fabuleux. C'est un lac, le lac de Montachou, qui se trouve sur les hauts plateaux de Madagascar. Donc, une température des eaux qui est optimale, entre 13 et 23 degrés. Et puis, c'est un écrin complètement vierge. Il a fallu accepter quand même le temps long pour l'esturgeon. Il y a un enjeu de valeur, un enjeu de rareté. Ça commence en 2009 pour aboutir au premier caviar d'Afrique et de l'océan Indien. Il a fallu, j'imagine, des investissements importants. Oui, ce sont des investissements qui sont très lourds, du temps, un temps très long. C'est beaucoup de patience, mais à la fin, c'est ce qui compte. Plus on est patient, plus le caviar est qualitatif. Mais vous aviez donc les financements, la possibilité de vous lancer tout de suite? On s'est autofinancé, ça a pris du temps. Avec donc une ferme d'esturgeons et puis un calendrier 2022, la première production du caviar au Siètre. Et il y a un calendrier à venir, 2026. L'objectif, c'est 12 tonnes de caviar. À l'heure actuelle, c'est combien de tonnes? Non, actuellement, c'est déjà 12 tonnes. C'est déjà 12 tonnes et donc 2026, ce sera beaucoup plus? Alors non, pas forcément. Parce que justement, l'idée, c'est de rester un élevage à taille humaine avec
privilégie la qualité plutôt que la quantité. Et donc l'enjeu, ça va être plutôt la montée en gamme. Une production similaire, mais toujours une montée en gamme. Oui, tout à fait. En fait, on monte en gamme tous les ans. Avec l'objectif quand même d'arriver au beluga, donc. Oui, tout à fait, en 2030. En 2030, et un point d'équilibre entre la rentabilité et la production proche? On ne sait pas. C'est flottant encore. Une montée en gamme toujours et une intégration maximale. C'est un site qui emploie 300 personnes. La formation est sur place, mais ça va plus loin. Les filets sont fabriqués sur place, etc. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment un projet avec une intégration verticale et même transversale, puisque y a l'élevage des esturgeons, il y a la production et l'affinage du caviar, et on va même jusqu'à la distribution pour toucher le client final. Et dans chaque domaine d'activité, nous avons intégré tous les métiers. Une demande qui augmente aussi en même temps que les prix. À l'heure actuelle, quel est le niveau de vente pour vous et quelle est la concurrence? Elle est chinoise, elle est russe, elle est aussi française? Alors effectivement, les volumes de caviar augmentent. C'est un marché en pleine progression et c'est très bien puisque ça se démocratise. Ce sont essentiellement les Chinois qui fournissent un hybride. Et nous, Rova Caviar, on s'est totalement différencié en élevant des espèces naturelles originelles. Et d'où l'importance de conquérir finalement un segment ultra luxe pour être en dehors de ses concurrents. Complètement, c'est ça l'objectif. Et vous avez choisi de cibler également des établissements haut de gamme. Ça se passe comment? Des rencontres avec des chefs du monde entier, c'est ça votre marché premier? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est très important, c'est le choix de nos espèces. Nous avons fait le choix d'espèces rares, uniques au monde. Et ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de recevoir les chefs à Madagascar, des chefs de palace ou des chefs étoilés, à qui on ouvre toutes les portes, on montre les valeurs de la ferme, on montre tous les métiers. Et surtout, on s'adapte et on leur crée des caviars sur mesure. À chaque fois, ils ont leurs demandes, leurs envies selon leur carte et vous adaptez? Oui, ce sont des créatifs, donc ils ont besoin d'emmener leur petite pierre à l'édifice. Et donc, vous avez la possibilité à chaque fois d'avoir une production qui s'adapte? Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, on ne s'adresse pas à un marché géographique en particulier, mais à un client en particulier. Exactement, que ce soit un client privé ou un client, un chef. On veut aller jusqu'au client final. Et donc, ça vous permet de tirer des prix beaucoup plus élevés? Oui, mais c'est surtout en fait ces gammes exceptionnelles que l'on ne réserve qu'aux chefs qui sont venus à Madagascar puisqu'elles sont très rares. Ça nous permet, d'aller vers des prix élevés. Et alors cette année, on a eu une chance exceptionnelle sur le caviar Chipova qui est unique à Madagascar. Nous avons eu 1 kilo sur 12 000 kilos produits de caviar blanc. Blanc nacré. Et ce caviar, vous le vendez à quel prix? Il est si exceptionnel? Alors, c'est un caviar que l'on vendra dans les alentours de 15 000 € le kilo. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons besoin de connaître nos clients finaux. Bien sûr, du temps et la rareté, encore une fois. Est-ce que ça reste une grosse période que cette fin d'année? Est-ce que vous êtes encore lié à cette extrême saisonnalité pour le caviar? Oui, c'est une grosse saison. Actuellement, nous réalisons des événements au sein de l'appartement privé Rova Caviar. Nous faisons sur demande des cocktails ou des dîners avec des grands chefs. C'est très demandé. L'impact est au cœur de votre démarche, on l'a vu, ne serait-ce que par votre implantation. Il y a aussi l'enjeu de traçabilité, au point même de réimplanter en Iran 2 espèces qui étaient disparues. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, notre fournisseur d'œufs fécondés, M. Chebanov, nous a fait une surprise assez incroyable en 2016 en mettant un petit sac d'œufs fécondés avec une croix noire. Il nous a dit « prenez-en le plus grand soin ». Et en fait, c'était un introuvable, un persicus qui était disparu, au même niveau que les dinosaures en réalité. Et le ministre iranien a visité notre élevage et nous nous sommes engagés à renvoyer en Iran ces espèces qui étaient déclarées disparues dans la zone. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui de vendre partout dans le monde du caviar, de réimplanter des espèces d'esturgeons pour une consommation? Il y a eu une résonance autour du bien-être animal, de la production. Est-ce que vous avez l'impression d'être confronté à cela ou pas du tout? Non. Que les habitudes évoluent ou pas tant que ça?
Non, nous ne sommes pas confrontés à cela. Le caviar, il est en train de se démocratiser d'une certaine façon et il est en train de monter en gamme de notre côté. Est-ce que ça a un intérêt pour vous que ça se démocratise ou vous voulez préserver ce segment de montée en gamme et d'ultra-luxe ? Pour nous, ce qui est important, c'est l'objectif et la qualité. La qualité de l'élevage, la rareté, l'exclusivité, associée à l'expérience, c'est ça que l'on souhaite en fait. C'est tentant de faire du volume. On pourrait passer à 20 tonnes sans problème. Vous avez vu le lac immense. Ce serait faisable, mais ce n'est pas l'intérêt de notre projet. C'est un positionnement choisi. Merci beaucoup Delphine Dabézi, cofondatrice de Rova Caviar, d'avoir été dans Iconic Business. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Toutes les semaines sur BFM Business et d'ores et déjà sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.